Johan Barbero. Vous avez fait des études de philosophie et je ne sais pas si vous êtes allé au bout, mais en tout cas, vous aviez engagé une thèse en philosophie de l'art, visiblement. Non, En 2003, c'est-à-dire? Ouais, vous êtes allé non, je ne suis pas allé au bout, c'est vrai. au... Mais allez-y, pardon, je ne coupe pas. En 2003, donc sur un désir de Russie, vous portez volontaire pour aller à Rostov-sur-le-Don à l'Alliance française. Et là, Rostov-sur-le-Don, c'est pas un hasard. Je crois que vous pouvez déjà nous dire pourquoi c'est important pour vous d'aller là, à cet endroit-là. Parce qu'à côté, on a un Ah, lieu. oui, oui, bien sûr. Alors, c'est quand même un petit peu un hasard hein, que je tombe sur Rostov-sur-le-Don, mais comme c'est toujours pareil, on réécrit un peu les histoires. Mais quand même, quand il y a cette proposition d'aller à Rostov-sur-le-Don, ce que je sais et ce que je vois tout de suite, c'est que c'est la ville qui est attenante à Taganrog. Et Taganrog, c'est la ville de naissance de Tchekhov. Tchekhov, c'est mon auteur russe préféré. Je ne sais pas, non, on en a d'autres. Je vous parlerai peut-être de Bulgakov aussi tout à l'heure. Mais en Tout tout à l'heure, cas, on va en c'est parler. c'est un auteur qui m'est très cher. Donc quand j'ai vu ça, pour moi, c'était en effet un signe. J'aime bien suivre les signes. Donc là, il fallait aller à Rostov et aller sur les traces de Tchekhov à Taganrog. Très bien. Et donc, c'est à Rostov-sur-le-Don que vous rencontrez celle qui va devenir votre épouse et avec qui vous aurez une fille. En 2005, vous rentrez en France. Vous enseignez l'histoire de l'art contemporain, la littérature et le français langue étrangère à l'école polytechnique à Sciences Po, puis dans différents programmes américains à Paris. En 2011, vous postulez au poste de directeur de l'Alliance française à Irkoutsk et vous prenez vos fonctions en janvier 2012, avec pour mission soit de sauver cette Alliance française, de sauver de ses cendres ou de la fermer en fait. Et en fait, vous réussissez à la réactiver, à lui redonner vie et tout se déroule plutôt bien, et même très bien, jusqu'à ce jour funeste de janvier 2015 et où on voit, puisqu'on a des images, effectivement, des hommes cagoulés qui font irruption chez vous. Vous êtes arrêtés, interrogés, puis emprisonnés dans les geôles d'Irkoutsk. C'est alors que débute pour vous un parcours incroyable, un parcours d'enfermement et d'évasion que vous retracez dans un livre, Dans les geôles de Sibérie. Benoît Wittkin, vous avez fait des études de journalisme. Et puis, vous entrez, je crois, à la fin des années 2000, c'est ça, au journal Le Monde. C'est ça, Benoît, je ne me trompe pas? C'est en 2008. J'ai repéré le premier article de Benoît Wittkin en 2008 et il concernait non pas la Russie, mais Domenech. Est-ce que j'ai bon? Vous avez tout faux, Michael. Non, non, j'ai pas fait d'études de journalisme, mais bon, ça c'est vraiment un détail et j'ai appris sur le tas. Donc D'accord. j'ai appris sur le tas, je sais jamais sur le tas ou sur le tard, en commençant effectivement au Monde comme stagiaire. Et alors figurez-vous, je suis même à peu près capable de me rappeler du jour puisque c'était le lendemain de la finale perdue de la Coupe du Monde de 2006. Et mon premier D'accord. article n'était pas du tout sur Domenech, mais sur Materazzi. Depuis 15 ans, enfin depuis même plus longtemps que ça, vous sillonnez et publiez des articles sur les pays de l'ex-URSS. Donc j'ai repéré des articles en Bulgarie, en Croatie, en Bosnie, en Géorgie, en Biélorussie et bien d'autres. Et bien entendu, un certain nombre d'articles sur l'Ukraine, puisque vous couvrez depuis le début la crise politique et diplomatique entre la Russie et l'Ukraine. Donc depuis 2013, je crois que vous suivez tous les événements. Ben, c'est ça, au début, je suivais même l'actualité ukrainienne on va dire, qui était une nouvelle révolution. Je connaissais l'Ukraine avant, j'y avais déjà travaillé, mais je me suis mis à le faire de façon vraiment intensive en 2013. Et à l'époque, alors il y a évidemment, il y en a eu toujours, mais des problèmes, comme vous dites, diplomatiques, politiques avec la Russie, mais on est encore loin d'avoir un conflit. Et c'est tout un engrenage qui fait que de cette révolution à Kiev, on va arriver à ce que j'ai aussi beaucoup suivi, qui est ensuite le conflit naissant, puis la guerre dans l'est de l'Ukraine. Très bien. Alors, en 2019, vos pairs vont vous décerner le prestigieux prix Albert Londres de la presse écrite pour une série de 6 enquêtes autour de l'influence russe, notamment la guerre dans le Donbass, qui va vous servir d'arrière-plan ou de décor, ou qui est aussi un personnage malgré tout, puisque vous êtes maintenant correspondant permanent du Monde à Moscou depuis quelques mois, il me semble. C'est Depuis un an, oui. un an, d'accord. Et vous êtes bien entendu l'auteur d'un roman policier qui se déroule en Ukraine et qui a pour titre Donbass, que voici. Alors, Johan Barbero, on va commencer un petit peu par vous.
Votre roman vrai, puisque c'est un peu comme ça qu'on peut le caractériser, raconte différents moments de votre aventure judiciaire, depuis votre arrestation jusqu'à vos évasions successives pour rentrer en France. Votre récit débute ce matin du 11 février 2015. Racontez-nous un peu comment débute votre histoire à ce moment-là. Oui, pas tout à fait en fait. Ça débute par une scène au lac Baïkal à laquelle Oui, c'est vrai. je tiens pas mal. J'avais une Mais, photo, mais mais l'histoire, bon, oui, l'histoire qui provoque le livre en fait, et oui, c'est mon arrestation le 11 février 2015. Alors, bah, vous l'avez dit, je suis directeur d'une alliance française, donc un centre culturel français à Irkoutsk. Donc, on est à 5000 km de Moscou, là, hein, donc dans la Russie, en Sibérie. Et donc, voilà, ma femme rentre d'Europe ce matin-là, je suis avec ma fille, et puis j'ouvre la porte, et là, des hommes surgissent, cagoulés, et m'arrêtent. Enfin, m'arrêtent. C'est ce que j'essaye de rendre un peu dans le livre, hein. C'est une dizaine d'hommes qui surgissent. Certains sont cagoulés, d'autres non. L'un d'entre eux est en train de filmer. Et je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Qui sont-ils? Les premières choses qui me passent par la tête, c'est plutôt que je suis enlevé, puisque rien n'indique que ce sont des policiers ou des agents du FSB, ou ce sont des hommes en civil, en noir surtout, principalement. Donc j'ai l'impression d'être enlevé par un espèce de commando, peut-être crapuleux. Enfin, me passe beaucoup d'idées dans la tête. Et puis rapidement, je vais comprendre que si ce sont bien des policiers, et même plutôt des agents du FSB, donc ex-KGB, qui m'ont arrêté, qui vont me faire subir des violences pendant des heures, m'interroger, me sommer d'avouer. Avouer quoi? Je ne comprends pas. Et puis rapidement, je vais être accusé de la pire ignominie, qui est la diffusion de documents pédopornographiques, et puis quelques semaines plus tard, le viol de ma propre fille. Voilà. ouais, Donc c'est le début de la descente aux enfers. la descente aux enfers. Et là, vous vous retrouvez à la prison d'Irkoutsk et on a, je crois, Laurence peut être nous montrer ce document. Vous avez diffusé ce document, donc il est, je ne vais pas dire qu'il est légal, mais en tout cas, il a Oui, été oui, validé. et, Hop, et en fait, là, on voit cette fiche qui. Alors, je ne sais pas si c'est la fiche d'entrée à la prison ou. oui, oui, c'est ça, oui, c'est ma carte de prisonnier, on peut dire, oui. Donc là, on voit effectivement qu'ils vous ont bien ratiboisé au niveau de la chevelure léonine là, qui n'existe plus. Et, Oui, oui, j'entre, on me rase le crâne, hein, et puis je commence ma vie de prisonnier, oui, donc avec un matricule, une date d'entrée, et puis sur le document, il y a ma date de sortie, sans doute, puisque ça, on me l'a remis à ma à la sortie aussi. sortie, d'accord. Oui. Vous restez 71 jours en prison. Et là, là vous devenez un zec, parce que c'est comme ça, je crois, qu'on appelle les prisonniers. Vous faites partie de cette nombreuse liste de personnes qui terminent en prison et qu'on appelle des zecs. Oui, oui, aujourd'hui, c'est un terme en russe qui désigne un prisonnier, c'est un terme familier qui désigne un prisonnier zec, ouais. Et là, vous portez plusieurs noms. Je crois on vous surnomme soit Vania, soit le Franzous. Euh, et Oui, Vania, c'est une manière de me russiser, hein, puisque alors, mon prénom, c'est Johan. Johan, en fait, pour les Russes, ils l'entendent comme Iohan. Iohan, c'est la forme ancienne du prénom Ivan. Ivan peut lui-même faire l'objet de différents diminutifs, dont Vania. Le fameux oncle Vania de ouais, Tchekhov, en fait, c'est Ivan ou Johan, si on veut. Voilà. et donc là, vous cohabitez avec des prisonniers. On reviendra tout à l'heure parce que j'ai une petite partie justement sur ces fameux oncles qui vous ont accompagné pendant ces 71 jours en prison. Vous apprenez les règles qui sont l'histoire des trois ordres aussi, par exemple, qui sont imposées visiblement dans toutes les prisons russes. Et puis, vous avez aussi l'oncle qui vous fait découvrir peut-être les quatrains de Gouverman. Je ne sais pas si vous les connaissiez avant ou pas, ou si vous les découvrez à ce moment-là. Je les découvre en prison, oui. D'accord. Oui, On y oui. reviendra parce que c'est devenu quelque chose d'important dans votre vie aussi, ces quatrains. Oui, oui, en effet, j'essaye de décrire la réalité de cette prison qui est contrastée, complexe, comme les réalités humaines, quoi. Donc, il y a la réalité des violences qu'on subit, mais il y a aussi
les camaraderies possibles avec certains prisonniers, pas tous évidemment. Donc c'est ça que j'essaye de raconter aussi, et on peut tomber aussi sur de la poésie, on peut aussi découvrir un poète russe, donc Guberman, que j'ai traduit, le livre va sortir bientôt là, cet été. Je vais en parler tout à l'heure, je vais montrer la couverture. Et puis vous écrivez, et là peut-être Laurence peut nous montrer ces fameux cahiers verts opaline. Mes chers petits cahiers verts opaline. Pouvez-vous nous parler un petit peu, nous dire, j'ai une photo je crois, voilà, et dont le volume, le tome 1, donc ce sont les cahiers d'écoliers, il me semble. Oui, vous voyez, c'est écrit là, Titrat en russe, c'est un cahier d'écolier avec le. Vous voyez, il y a même, on peut voir, l'écolier peut remplir sa classe, le nom de l'école, la matière. Et donc, ça, c'est les cahiers que j'arrive à obtenir au bout d'une semaine. Au début, j'ai rien, donc je décris ça, c'est le dénuement total. J'ai même pas de quoi me changer pendant une dizaine de jours. Et puis petit à petit, la vie s'organise et j'arrive à percer mon isolement, disons, disparaît. Et puis j'arrive à avoir donc des visites au parloir et puis à me faire livrer certaines denrées, donc de la nourriture. Et puis parmi les choses les plus précieuses pour moi, c'est ces petits cahiers qui sont achetés par mes proches ou des amis au magasin de la prison. Les seules choses que les prisonniers peuvent recevoir, ce sont des choses achetées au magasin de la prison. Et au magasin de la prison, on vend uniquement ces cahiers qui sont tout droit sortis de l'Union soviétique. Je pense que ça n'a pas trop changé depuis. On trouve d'autres sortes de cahiers aujourd'hui, évidemment, en Russie, mais ceux-là, dans la prison, ces petits cahiers très peu chers, en fait, c'est ceux-là qu'on me livre. Voilà. Et que vous sauvez. C'est ça, c'est là-dedans que je vais prendre des notes, consigner mes journées. Alors le livre n'est pas une reprise stricto sensu de ça, mais j'ai beaucoup utilisé évidemment cette matière-là parce que, vous le savez, la mémoire est faillible, nous trahit, on oublie beaucoup de choses, on affadit certaines, on exagère d'autres, et donc c'était précieux en fait pour me rappeler en fait ce qui s'était passé exactement au jour le jour dans cette prison. C'est la seule fois de ma vie que j'ai tenu un journal. J'ai jamais tenu de journal en dehors de ces 71 jours sur ces petits cahiers verts. Ouais. Et les cahiers, vous avez réussi à les faire ressortir via vos proches. C'est-à-dire que vous avez pu les conserver et vous les avez toujours avec vous. Oui, je les ai en effet. Oui, j'ai réussi à les faire sortir via mes avocats en fait. Je décris ça. Il y a des moments où mes conditions de surveillance étaient un peu assouplies, donc j'arrivais à sortir de la cellule avec ces cahiers-là qui auraient dû être détruits ou disparaître. Mais j'arrivais à les sortir et puis et je les transmettais à mes avocats qui les transmettaient ensuite à mes proches. Ouais. Donc ils sont sortis un par un, petit à petit comme ça. Il y a autre chose que vous avez fait entrer et ressortir, c'est l'exemplaire de Pléiade de Bulgakov, et Laurence va nous montrer, parce que vous avez ramené avec vous votre exemplaire personnel. Et expliquez-nous pourquoi il est entré et comment il est ressorti cet ouvrage. Oui, je dois l'avoir aussi à côté. Non, c'est bon, vous le retrouvez. Ouais, oui, alors pareil, dans les denrées précieuses, il y a les livres. Alors évidemment, il y a une bibliothèque de la prison. Alors les prisonniers ne sortent pas des cellules, il ne faut pas croire qu'on peut accéder physiquement à la bibliothèque. Mais par contre, on peut demander des livres à la bibliothèque. Enfin, certains peuvent, c'est compliqué, on est souvent empêché, mais pour la façade, disons, la prison prétend avoir une bibliothèque. En réalité, très peu de prisonniers ont accès aux livres. Moi, je fais partie des prisonniers qui, au bout d'un moment, arrivent à avoir quelques privilèges. Et celui-ci, je l'ai. Donc, mes proches peuvent faire don à la bibliothèque de la prison de livres, de certains de mes livres. Et puis, moi, du coup, je peux les emprunter à la bibliothèque. Donc ça, c'est mon exemplaire, en effet, que ma sœur a donné à la bibliothèque de la prison. Et puis, je l'ai emprunté. Et vous voyez, donc, on voit le tampon de la prison. Bibliothèque de la prison d'Irkoutsk. Et puis, alors, je raconte un peu dans le livre, je ne le dis pas de manière très directe, mais bon, les lecteurs du Maître et Marguerite voient quand même que j'ai un rapport très fort à ce livre. Le surnom de ma femme, c'était Marguerite. J'ai un chat qui s'appelait Behemoth, le chat du diable dans Bulgakov. Voilà, c'est un livre important et c'est un des premiers trucs que j'ai demandé en fait quand j'ai pu demander des choses, c'est tiens, apportez-moi ce livre, je veux le relire là tout de suite. Et puis j'ai réussi à le faire sortir. Oui, le jour où j'ai été libéré, j'ai utilisé une petite astuce pour libérer Bulgakov aussi et ne pas le laisser en prison.
Donc, vous faites ces 71 jours en prison, puis vous faites aussi un séjour en hôpital psychiatrique, une vingtaine de jours en hôpital psychiatrique. Et Oui, là, alors, vous changez de surnom, c'est Napoléon, vous vous appelez. oui, Et vous avez, on parlait à l'instant de Behemoth, Behemoth, et qui vous accompagne aussi dans cette épreuve, et donc qui va devenir un personnage à part entière, qui est d'ailleurs là sur votre épaule et on le voit bien en ce oui. moment, et qui est toujours là. Et puis, au bout de 20 jours, vous êtes placé en résidence surveillée chez vous, avec pas d'internet, pas de téléphone évidemment cellulaire, et en attendant le procès, voilà, c'est ça, il est là, on le voit. Et donc Jacques, toujours sur l'épaule gauche, le chat de Bulgakov. là, au bout de quelques mois, vous vous rendez compte que la situation va devenir dramatique pour vous, puisque vous risquez 15 ans en camp, euh, on va dire disciplinaire, mais en Un camp camp à régime sévère, donc à c'est-à-dire régime sévère. c'est un camp de travail avec très peu de liberté, on va dire. Et à ce moment-là, vous décidez de prendre vos responsabilités, on va dire, et de fuir au nez à la barbe donc du FSB et des Russes en général. Non, parce qu'on va voir qu'il y a des Russes qui vous aident. Donc, ouais, au nez à la barbe du FSB, vous décidez de fuir Irkoutsk pour rejoindre Moscou. Et pendant des mois, vous vous préparez. Alors, comment est-ce que vous préparez? Et c'est là où il y a quelque chose d'un petit peu aussi épique dans toute cette partie-là. Oui, oui, alors en effet, la précision est importante parce que je crois que les vrais héros du livre sont quand même mes amis russes. Et ce sont d'ailleurs plutôt des héroïnes parce que les deux qui prennent le plus de risques, pour moi, ce sont deux femmes en fait. Hein. Une première qui va m'aider à fuir Irkoutsk donc, et à arriver à la première ville, comment dire, la première ville la plus grande dans mon plan d'évasion. Au bord de la région d'Irkoutsk, qui est Krasnoyarsk. Voilà, donc il y a cette femme-là qui ne me connaissait pas en plus, hein, qui par amitié avec un de mes amis, bref, et pour la justice en fait, hein, va m'aider. Et puis ensuite, quelqu'un qui m'est très proche qui va m'aider à m'approcher de la frontière. Mais pardon, j'ai perdu la première question. Oui, En fait, le oui, principe, c'est que vous utilisez un peu votre temps et le peu d'accès que vous avez à Internet via déjà, officiellement, vous n'avez pas le droit, mais vous trouvez, grâce à vos avocats, la possibilité d'avoir accès à Internet. Et à ce moment-là, vous essayez de trouver des solutions pour échapper à la surveillance. Vous faites des tests, vous mettez de l'aluminium sur votre bracelet électronique. Enfin, voilà, vous êtes en train de préparer une évasion. Certains ont été jusqu'à vous soupçonner d'être un agent de la DGSE, mais en fait, je crois que vous dites c'est simplement du bon sens et de l'intelligence de la survie, quelque part, qui vous a permis de préparer tout ça. oui, oui, merci de lever les doutes sur mon éventuelle appartenance à la DGSE, mais non, et puis j'ai jamais joué avec ce genre d'hypothèse. Hein. Non, Euh, non, non, alors voilà, pendant un an, je suis assigné à résidence sous contrôle d'un bracelet électronique. Et c'est là que je commence une espèce de double vie où pour m'en sortir, je comprends en fait que la diplomatie française est impuissante et puis surtout comprend très mal en fait la situation. Et puis aussi, je ne suis pas un enjeu diplomatique en fait de premier plan. C'est ça qu'il faut dire. Hein. Un petit directeur d'alliance française perdu en Sibérie, c'est un enjeu diplomatique dès lors que justement c'est médiatisé et que ça fait un peu trop de bruit. Mais sinon, il n'y a pas. Voilà, je ne suis pas un soldat qu'il faut aller sauver là tout de suite. Donc il va falloir m'en sortir tout seul. Donc pendant un an, bah oui, je me forme en quelque sorte. Hein, je trouve des stratégies pour accéder à Internet et puis je monte un plan à l'aide d'un ami. de Blablacar, Et voilà, et puis j'imagine ce que peut être cette fuite. Ouais. Alors au départ, il s'agit je devais être aidé par toute une équipe, et puis petit à petit, je comprends en fait que la manière la plus sûre de m'en sortir, c'est qu'il y a le moins de personnes au courant déjà de cette chose. Hein. C'est ce qu'on dit, hein, vous savez, dès qu'une nouvelle est connue par plus de 3 personnes, on peut considérer que c'est public. Donc là les complices pour m'aider sont juste en dessous de 3, ils sont 2. Voilà. Donc un ami proche et puis une femme que je ne connais pas, les deux vont m'aider à sortir de la région d'Irkoutsk. Oui, mais c'est toute une préparation pendant un an. En effet, je fais différents plans et puis je vais utiliser en fait ce qu'on a presque
souvent dans la poche, ce petit objet, là, un téléphone qu'on utilise pour nous pister, pour nous surveiller, on peut, mais bien utilisé, ça peut être aussi un outil de libération. Un leurre. Un leurre, alors ça peut être un leurre, on peut l'envoyer en Mongolie, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais envoyer mon téléphone, celui qui est surveillé en Mongolie, et puis m'arranger pour en avoir un autre qui, lui, est sous les radars et qui n'est pas lié à mon identité. Rien ne me lie à ce téléphone, et dès lors que je dispose d'un nouvel appareil qui n'est pas lié à mon identité, eh ben, je deviens invisible, en fait, avec cet appareil. C'est ma cape d'invisibilité. Je crois que j'utilise un terme comme ça à un moment. Et c'est comme ça que je peux sillonner toute la Russie de Blablacar en Blablacar en utilisant voilà, des choses en fait très simples. Les endroits où on peut réserver un moyen de transport ou un logement sans trahir son identité. Laurence, on peut voir la carte justement du parcours, parce que vous allez quand même parcourir comme ça 5000 km. C'est oui. Voilà, ici, on voit les 5245 km entre Irkoutsk et Moscou, donc par étapes, et les différentes étapes. Bien, vous avez bien noté les villes où je me suis arrêté. Vous avez été informé par le FSB qui a fait l'enquête, non, c'est ça? On a nos enquêtes. Je plaisante, évidemment, je le dis dans le livre. Hein. Je nomme toutes ces villes dans le livre. Oui, c'est à peu près le parcours de Michel Strogoff. Hein. Ce n'est pas exactement les mêmes villes, mais quasiment en fait. C'est Michel Strogoff à l'envers, quoi. Michel Strogoff, le héros de Jules Verne, le courrier du tsar va de Moscou à Irkoutsk pour sauver le tsar. Moi, je me suis sauvé des mains des tyrans d'Irkoutsk pour rejoindre Moscou. Et là, donc à Moscou, il va y avoir encore des rebondissements. Vous allez rester encore un certain temps à Moscou et la diplomatie française va peut-être pas être tout à fait à la hauteur de vos attentes, on va dire. Ah non, c'est sûr. On peut dire ça. Et vous allez à nouveau organiser une fuite. Je la fais courte parce qu'en en fait, on ne va pas te raconter tout le roman non plus. Mais, on l'a fait quasiment là. Hein. En fait, non, parce que malgré tout, on va voir que l'essentiel du roman n'est pas cette fuite-là, parce que c'est que quasiment un quart du roman, mais c'est ce qui est évidemment le plus impressionnant. Et puis, vous allez réussir à fuir à nouveau de l'ambassade de France, parce que là, vous sentez que vous allez être resté peut-être comme Julian Assange des années et des années bloqué dans l'ambassade à Moscou, un peu oublié. Ça sera un peu, vous parlez souvent du fantôme de l'ambassade, mais ce sera peut-être vous, le futur fantôme de l'ambassade, si vous restez. Et vous fuyez, et puis là, encore une fois, avec des amis russes, vous allez rejoindre la frontière estonienne et rejoindre l'Europe. C'est ça, avec une amie russe. Avec une amie russe. C'est important, parce qu'à chaque fois, c'est très peu de personnes. On peut compter sur peu de personnes, peut-être. Et on peut compter au moins sur 2 journalistes qui ont fait un très gros travail d'enquête. Tristan Valex, donc, qui est un peu l'élément déclencheur pour vous, puisque vous savez qu'il y a l'émission d'envoyé spécial qui sera diffusée et que vous dites que c'est le bon moment, qu'en cas de problème, la médiatisation via envoyé spécial vous permettra peut-être de vous en sortir malgré tout. Et puis Benoît Wittgen, qui écrit ce fameux article dans Le Monde et qui, à mon sens, font quelque chose d'essentiel, en tout cas d'après ce que j'ai compris, c'est qu'ils vont réhabiliter votre honneur, j'ai l'impression. C'est dans l'histoire du compromat, en tout cas. Oui, c'est vrai, je l'ai dit, hein, je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais oui, alors bon, c'est Tristan Walex au départ qui lui enquêtait depuis 1 an sur mon cas et avait compris un peu ce qui s'était passé. Mais évidemment que oui, alors on n'a pas donné encore le nom russe de ce qui m'est arrivé, et c'est le titre d'un chapitre, c'est un compromat, ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire, en russe, c'est un mot valise hein, qui veut dire document compromettant. C'est comment dire, une espèce de stratégie que les services russes, déjà depuis longtemps, depuis l'époque du KGB, utilisaient pour décrédibiliser, se débarrasser définitivement d'opposants. En gros, c'est une manière de se débarrasser de quelqu'un sans le tuer tout à fait ou pas de manière directe. Alors, ça peut être l'écarter pendant quelques temps et il va aller en prison, ou alors avoir des accusations très graves. Et la reine des accusations aujourd'hui, c'est celle-ci, hein, en Russie, c'est celle de pédophilie. Je ne suis pas un cas isolé. Alors, ce qui était assez inédit, en fait, c'est qu'un Français, travaillant pour le ministère des Affaires étrangères, soit attaqué de cette manière-là. Ouais. Mais en effet,
quand on est quand on a sur le dos de telles accusations, ça colle déjà, hein, ça reste, ça laisse des marques, hein, encore aujourd'hui, évidemment. C'est sûr. Et le fait que dire soi-même on est innocent ne suffit pas. Avoir une famille qui vous défend ne suffit pas. Il faut absolument des regards extérieurs, en fait, des gens qui sont en dehors de l'histoire, qui viennent dire en fait ce qu'ils ont trouvé eux et vu. Et c'est pour ça, en effet, que c'était capital que ces enquêtes existent, pour moi, en fait. Simplement pour lever toute ambiguïté ou tout doute sur la réalité de ces accusations ignominieuses. Ouais. Benoît Wittkin, à quel moment vous commencez à vous intéresser au cas Barbero en tant que journaliste d'investigation? Moi, je voulais vous reprendre justement parce qu'effectivement, j'arrive quand même, comparé à Tristan Valex, largement après la bataille. Hein. C'est gentil de m'avoir cité à côté de lui, mais il a fait un boulot beaucoup plus tôt et beaucoup plus d'enquête que moi. À l'époque où Johan est encore alors en prison ou à l'ambassade, je ne sais plus. Parce que pour vous répondre, moi tout simplement, je suis à l'époque pas correspondant en Russie, donc c'est pas tellement mon boulot de m'y pencher. Moi, je connaissais l'histoire qui quand même était déjà sortie. Il n'y avait pas beaucoup de doutes dans les avis qui étaient donnés, dans les papiers qui étaient écrits sur la réalité des accusations. Personne ne les prenait au sérieux. Et ensuite, il y a eu toute cette période effectivement un peu mystérieuse où Johan était caché à l'ambassade de France et où là, je faisais partie des quelques personnes au courant. On n'était pas très nombreux, mais quelques journalistes à Moscou. Moi, je n'étais pas à Moscou, mais l'info m'était remontée. C'est très rare, hein, ce genre de cas de figure. Je pense qu'il peut y avoir pas mal de fantasmes sur l'idée que nous, les journalistes, les autorités, par exemple, vont nous dire plein de choses et qu'on les cache de commun accord. Là, c'était un cas comme celui-ci, mais c'est vraiment très rare. Et donc ensuite, moi, j'ai surtout l'enquête à laquelle vous faites référence, c'est quand c'est après le retour de Johan, parce que c'est là où moi je peux le rencontrer en France, puisque ma collègue qui était à l'époque correspondante à Moscou ne pouvait évidemment pas le rencontrer. Mais alors, votre collègue avait écrit en 2016 déjà un article, hein, il me semble. Ah bah, l'histoire, elle était connue, ça, il n'y avait pas de doute. C'est-à-dire qu'un directeur d'Alliance française, Johan dit un petit directeur d'Alliance française, ça reste à la base un Français, quelqu'un lié au ministère des Affaires étrangères qui se retrouve en prison au fin fond de la Sibérie, que ce soit à Moscou ou au fin fond de la Sibérie, c'est pareil, ça fait du bruit évidemment, c'est-à-dire que ça ne reste pas secret. Donc il y a les Johan est de Nantes, donc il y a la presse locale nantaise qui est particulièrement sur le coup, mais après nous, tous les journaux, tous les gens qui suivent la Russie, on écrit tous sur cette affaire. La différence de façon beaucoup moins fouillée que ce que fait ensuite Tristan Alex. D'accord, ok. Alors on va rester sur vous et donc on va parler maintenant de votre ouvrage que voici, donc, qui s'appelle Donbass. Et peut-être qu'on peut déjà resituer le Donbass, parce que je pense que tout le monde ne sait pas où ça se situe. Donc je crois que j'ai une petite carte qui va bien situer le Donbass. Et, hop, et donc, l'intrigue que vous proposez se déroule en 2018 à Avdiivka, qu'on voit ici sur la carte, qui est une petite localité du Donbass, qui est située sur la ligne de front côté ukrainien, donc dans cette guerre qui va opposer l'Ukraine et la Russie, enfin en tout cas les dissidents russes, les séparatistes ukrainiens, mais qui sont soutenus par le régime poutinien, on va dire. Et donc c'est dans une petite ville où même si certains habitants ont fui cette zone de guerre, il reste encore, je crois, 20 000 habitants dans la ville. Et puis la vie continue malgré les bombardements permanents et malgré la guerre qui est présente au quotidien. Et quelque part, la mort fait partie du paysage, j'ai envie de dire. Et puis un jour, il se passe quelque chose d'inhabituel. Et peut-être que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui va être l'élément déclencheur de votre roman à ce moment-là. C'est un meurtre d'enfant, et qui m'intéresse à plusieurs titres, mais il y a deux choses qui sont intéressantes de placer ce meurtre dans cette zone-là. C'est que c'est une zone où le meurtre ou la mort sont devenus des choses banales. Vous dites effectivement l'intrigue est en 2018, mais ça pourrait être aujourd'hui parce que vraiment là, en ce moment, ça continue de façon assez similaire à ce que c'était moi, c'est à la période où j'allais dans cette ville qui est principalement 2016-2017. Donc, une mort est quelque chose
qui est devenu banal, qui ne fait plus réagir grand monde évidemment. Mais cette mort-là, si, c'est-à-dire que je veux l'utiliser comme un déclencheur, un détonateur qui secoue cette ville qui, bien que placée sous des bombardements permanents et un peu alanguie, un peu endormie, et qui secoue mes personnages, qui les réveille et qui les confronte alors j'essaie d'en tirer une trame romanesque, qui les confronte à des choix, à des choses personnelles douloureuses. C'est le côté très. Donc, c'est un enfant de 6 ans qui s'appelle Sacha, qui est. Et puis, c'est spectaculaire. Il est en slip avec un couteau planté dans le ventre. Enfin, il y a aussi. Voilà, ça bouleverse la population locale et notamment le chef de la police locale, qui est une espèce de flic désabusé, en fait. Henrik, je ne sais pas si on dit Henrik ou enfin, Henrik, c'est un prénom qui n'existe, c'est un mix qui n'existe pas réellement aussi simplement que ça en russe, mais c'était mon. D'accord. Donc, Henrik, qui est le chef de la police locale, mais qui est plutôt désabusé, qui est un peu, voilà, qui est plus tellement dans le coup, on va dire, qui se laisse dériver, presque. Et puis, cette mort va le réveiller et l'animer. Et comment est né enfin, voilà, ce personnage de flic? Qu'est-ce qui représentait pour vous à ce moment-là dans cette enquête, en fait? Bah déjà, c'est le personnage, dans tous les personnages du livre, c'est vraiment le plus construit et le plus imaginé. C'est-à-dire que à peu près tous les autres personnages sont soit des calques de gens que j'ai vraiment vus au fil des ans durant ce conflit, soit des mix souvent, c'est-à-dire que je prends les attributs de différents personnages et puis je les colle à un personnage. Et le flic, pas du tout. Alors pour cette guerre, je la connaissais, j'allais dire par cœur, mais je la connaissais bien pour l'avoir suivie vraiment intensivement depuis 2014. Cette ville, je la connaissais bien aussi. Le boulot de flic, un peu moins. Donc, j'ai rencontré des policiers pour être. Mon ambition sur vraiment le dur du dur, hein, sur cette guerre, sur ses origines, sur la façon dont elle se déroule, mon ambition, c'était d'être vraiment précis et d'être irréprochable, on va dire, parce que j'avais envie de raconter pas seulement des histoires, mais d'informer en quelque sorte. Donc, je voulais être précis. Et donc, je voulais être précis également sur le boulot de flic en Ukraine, le boulot de flic dans cette région. Donc, j'ai parlé à des policiers en amont pour travailler ce personnage, mais c'est un personnage inventé. Quelqu'un me faisait remarquer, c'est drôle, je suis un peu honteux, mais je n'y avais pas pensé moi-même, que le policier, tout comme le journaliste, donc tout comme moi, dans quelques zones que ce soit, c'est celui qui ouvre certaines portes qui sont fermées aux autres. Alors, le policier a en général plus de clés, il a quand même accès à plus de choses et le droit de poser plus de questions, mais c'est celui qui pose les questions, c'est celui qui essaye de découvrir des choses. Donc, j'imagine que voilà, je me sers de ce trait-là pour faire vivre ce personnage. Donc là, on a 2 romans avec on va voir qu'il y a vous avez plusieurs points en commun avec Johan. Et il y a déjà en arrière-plan, je ne sais pas si c'est une passion ou un amour du monde russe et de la littérature russophone, mais d'où vous vient à l'un et à l'autre cet amour pour le monde russe. Je dis le monde russe parce qu'on voit bien que c'est l'ex-URSS en général, on parle de l'Ukraine, on parle. Et puis la littérature russophone, on le voit chez Yohann Barbero, où c'est omniprésent. Chaque tête de chapitre, c'est une citation quasiment d'un auteur russe. Enfin, voilà. Donc, d'où ça vous vient à l'un et à l'autre, cet amour de la littérature russe et du monde russe en général? Johan? Je ne sais pas qui commence, vas-y. Non, mais vas-y, Benoît, peut-être, non? Ouais, alors moi je peux commencer, mais plus par une esquive, parce que la littérature russe, je la connais. Je suis sûr que je la connais moins que Johan, je dirais d'instinct. C'est quelque chose qui me plaît, mais moi je suis venu au monde russe par un amour du réel, on va dire plutôt. C'est-à-dire que j'étais intrigué depuis assez longtemps pour des raisons que je saurais plus ou moins décrire, mais qui ne sont pas passionnantes, qui sont confuses, très personnelles. J'avais cet intérêt pour ce monde-là, qui passait en partie, mais assez légèrement par la littérature. Et puis petit à petit, c'est devenu mon quotidien. En ce moment, ça l'est complètement puisque je suis à Moscou, mais déjà toutes ces dernières années, je suivais ces pays, entre guillemets, de la région, notamment les voisins de la Russie principalement. Et donc, c'est les choses qu'en tout cas, moi, je veux raconter dans ce livre. Elles tiennent en partie au monde à ce qu'on pourrait appeler un grand monde russe, russo-ukrainien d'ailleurs,
notamment les vieilles dames auxquelles je Ouais, donne une place assez importante et qui je vais y sont… revenir, ça. C'est un des points que je… Voilà, je ne dis pas plus là-dessus. Et donc voilà, donc moi je veux vraiment d'abord raconter ce que j'ai vu. D'accord. Il y a quand même une chose qui est paradoxale, c'est qu'effectivement, a priori, j'ai l'impression que Johan connaît mieux, d'après ce que j'ai compris, la littérature russe. Mais vous aviez un avantage, c'est que vous aviez appris le russe, je crois, au lycée, et vous aviez peut-être… Alors, Johan, la première fois, je crois qu'il va en Russie, il ne parle pas un mot de russe, ou très peu. Alors vous aviez déjà peut-être une pratique de la langue russe. Ah bah ça dépend quand, mais la première fois où je vais en Russie, moi je parle pas un mot non plus. Et Non, je l'ai appris, non, non, je l'ai appris à partir de l'université. Euh, d'accord, c'est à l'université. Mais je savais que vous aviez un peu appris le russe avant de… Quand je commence à couvrir cette guerre, je parle pas du tout couramment, mais je parle bien. Donc oui, oui, je m'y retrouve. Je m'y retrouve. Ça fait partie, c'est important pour comprendre les gens, pour comprendre des mentalités, des sensibilités, bien sûr. Ouais. Et Johan, je crois que vous, au début, la première fois que vous allez en Russie, vous parlez, enfin, dans le livre, Je parle pas un mot, puis j'ai pas, je suis, alors ça, je suis certain que Benoît parle beaucoup mieux russe que moi. Moi, j'ai pas une pratique très développée de la langue russe. Moi, bah, comme j'ai appris vraiment en Russie sur le tas, puis dans un contexte très particulier où je m'occupais de culture française et comment dire, mon environnement professionnel immédiat, les gens qui travaillent avec moi et puis ceux qui cherchaient à me rencontrer, la plupart voulaient que je leur parle français, les francophones. Donc j'ai eu du mal déjà à apprendre cette langue pour cette raison-là. C'est que mon travail, c'était le français en Russie. Et voilà. Et donc, même au moment où je suis emprisonné, oui, j'ai parfait mes connaissances de la langue russe en prison, ça c'est sûr. Parce que là, pour le coup, ça y est, il n'y avait plus de francophones. Hein. Mais mon rapport à la littérature russe, oui, est beaucoup plus ancien que ça. peut-être Laurence peut nous montrer, je crois que vous parlez régulièrement d'un livre qui vous a marqué, le- et c'est un livre auquel on ne s'attend pas, parce qu'on parlait de Strogoff tout à l'heure, vous dites non, Strogoff, c'est pas ce qui vous a nourri quelque part, mais ça, Ah par oui, le contre, général Dorokin, oui, oui, oui. Oui, alors bon, ça, attention, c'est pas tout à fait de la littérature russe quand même. Alors la non, comtesse mais, de elle est russe d'origine. Oui, voilà, c'est ce que je rappelle dans le livre. La comtesse russe est née Rostovchina, donc elle est d'ascendance russe, oui. Et alors c'est vrai que j'ai eu ce souvenir de ce livre. Voilà. Alors si on veut faire la généalogie et chercher très loin, ouais, assez jeune, j'ai lu les livres de la Bibliothèque Rose et mon truc, c'était pas Michel Strogoff, c'était pas les grands aventuriers, même si certains voudraient vous voyez, écrire une histoire comme ça en disant il a lu Michel Strogoff, donc il est allé à Irkoutsk, mais c'est pas vrai. Moi, c'était la comtesse de Ségur, désolé. mais, le général Dourakine, je l'ai relu en fait récemment, enfin, au moment où j'étais en train d'écrire le livre, et j'ai été stupéfait de découvrir qu'au milieu du livre, il y a une histoire de prisonnier qui s'enfuit et qui est en train de traverser la taïga. Et en fait, c'est ça. Mon histoire est dans le général Dourakine, un type qui sort de la taïga et puis qui va être aidé par le général Dourakine. Alors, mais c'est vrai que, voilà, alors si on va chercher très loin, ma première rencontre avec le monde russe, c'est via la comtesse de Ségur, dans le général Dourakine, où il y a quand même déjà il y a des mots russes dans ce livre. Il y a un univers russe qui est là, c'est sûr. Je l'ai lu jeune, donc je ne comprenais pas bien, je pense, qu'était la Russie à ce moment-là. Mais c'est la première fois que j'ai touché quelque chose de la Russie, oui. Et puis ensuite, comme tous les gens qui lisent beaucoup, je pense, adolescents, je suis tombé sur les grands Russes. Donc sur Dostoïevski, sur Tchekhov. Et voilà. Et puis j'ai continué comme ça. Et puis c'est resté. Ouais. De Dostoïevski en Tolstoï, en Tchekhov. Et puis je suis allé creuser les choses qui sont un peu moins connues après. Donc Bulgakov, qui est un immense auteur quand même, mais peut-être pas très très connu encore en France, qui n'a pas en tout cas l'importance qu'il a en Russie. Voilà, et puis j'ai creusé petit à petit, je suis rentré dans la culture russe en y vivant aussi évidemment, parce que quand on vit en Russie, alors dans mes petites en-têtes de chapitres, je cite des auteurs russes, mais pas seulement, il m'arrive de citer un film ou un proverbe ou une chanson. Mais il y a essentiellement quand même, voilà. Mais essentiellement la littérature, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et régulièrement, il y a des références. C'est quasiment la bibliothèque russe. Oui, mais c'est vrai que je connaissais la Russie comme ça, je le dis, mais c'est pas
c'est pas une pose d'écrivain hein, que de dire ça, que on apprend des choses très concrètes en fait en lisant la littérature russe sur des manières qui existent depuis longtemps où des choses comme ça. Des signes. Tiens, je me rappelle qu'en lisant une petite nouvelle de Bulgakov, c'est dans quoi ça dans Endiablade, je crois. À un moment, j'avais cherché, j'étais très intrigué par cette expression. C'était traduit comme ça en français. Il se mit à faire la figue. Il fit la figue à cet homme. Alors, ils avaient traduit comme ça, donc Benoît, tu vas comprendre, donc c'est ce signe. Et donc ça, c'est quelque chose pour un Français qui ne parle pas russe, faire la figue, on ne comprend pas. Alors il y a une petite note qui explique, et ça correspond à ce geste-là que je suis en train de faire. Figchik, en russe. Qui veut dire, en gros, ça dépend un peu des contextes, mais va te faire voir, tu n'auras rien, non, je te donnerai rien. Et c'est vrai que ces trucs-là, comme j'étais un lecteur un peu précis et attentif, je notais toutes ces choses-là dans des carnets. Et c'est vrai que quand je suis allé en Russie, et ben, toutes ces choses que j'avais trouvées dans les livres russes, je les voyais. Quoi. Les concombres marinés de Tchekhov, eh ben, ils étaient partout à Rostov. Tout le monde faisait ces concombres marinés et on les trouve sur les marchés. Et j'avais déjà dans la bouche le goût des concombres avant de les goûter. Mais c'est vrai. Et ce qui est plus étonnant, et même pour Benoît, alors pour Benoît, je dirais que c'est Irkoutsk, il y a un côté on rêve, Strogoff, etc. Mais Benoît, il choisit l'Ukraine, il choisit le Donbass. Donc quand on pense au Donbass, et on peut voir des photos, Laurence, peut-être on avait des photos de, de la ville, justement, qui ont été de Brenda Hoffman, qui sont superbes en plus. Donc c'est là, vous pouvez peut-être nous décrire les photos, parce que on est vraiment dans Avdivka, en fait. Ce sont des photos d'Avdivka par Brenda Hoffman. Brendan. Mais je ne suis Brenda, pas sûr, je suis pas sûr Brenda, de les connaître d'ailleurs, ces photos, mais ouais, elles sont très belles. Bah, il y a surtout en haut à droite l'usine. cette usine, donc je fais aussi un personnage en lui mettant une majuscule, qui est évidemment un personnage central de la ville, mais j'essaie d'en faire un personnage important du livre. Euh, mais alors voilà, vous commenciez en disant Irkoutsk, que ça fait rêver, et le Donbass, au mieux on ne connaît pas, au pire ça ne fait pas rêver du tout. Euh, on peut y trouver du rêve. C'est ce que j'essaye c'est un paradoxe sur lequel j'essaie de jouer énormément. Alors aujourd'hui, non, pas du tout, parce que c'est une zone de guerre, évidemment, une zone qui était déjà pauvre et qui devient une zone de misère franche et absolue. Et puis parce que depuis ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, c'est un territoire qui s'est délabré encore plus que le reste de l'Union soviétique, parce que exclusivement industriel, minier, et donc qui vraiment s'est enfoncé. Mais s'il s'est enfoncé autant, c'est aussi parce qu'il partait de plus haut. Pendant une longue période, qui est la période soviétique, cette région, c'est une région qui fait rêver les petits Russes. Et quand vous êtes un mineur du Donbass, vous êtes quelqu'un. Vous êtes l'aristocratie du monde ouvrier. Vous êtes mis en avant par la propagande, alors avec un côté puéril parfois, excessif, mais ce n'est pas le problème. Vous êtes vraiment au cœur du réacteur et vous êtes quelqu'un. Et ça, c'est aussi mon livre, là, mon envie, c'est de raconter la guerre ukrainienne de 2014 jusqu'à quand, j'en sais rien, mais c'est aussi de raconter ça. De raconter que cette guerre, elle vient de cette dégringolade, de cette chute, de cette transition qui est d'une dureté extrême, et qui a vu et le territoire et les gens qui l'habitent dégringoler, devenir des moins que rien quasiment en un souffle. Et alors, il faut pas, ce serait simpliste de raconter ce conflit uniquement par ce biais-là, mais c'est un facteur explicatif très important que moi j'ai essayé de faire vivre dans mes articles, mais que j'avais envie de faire vivre beaucoup mieux et plus profondément dans la chair et dans l'âme des personnages. Par le roman. Par le roman, parce que le roman, alors, on a plus de place évidemment, mais plus Ouais. que ça, on peut plus triturer les tréfonds, l'histoire et l'âme des personnages. Là, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'un comme l'autre, alors Johan Barbero, il ne choisit pas parce que lui, c'est sa vie qui est mise en littérature. Vous, vous choisissez le polar, mais tous les deux, j'ai l'impression que vous prenez le côté haletant de la littérature, le côté où on embarque le lecteur dans une aventure quelque part. Alors, la propre aventure
de Johan Barbero, ou vous, le polar, avec ses codes, avec quelque chose d'un petit peu cadré. Mais en même temps, j'ai l'impression que l'un et l'autre, ce qui vous anime, c'est de rendre hommage aux gens que vous avez croisés, aux gens, à ces gens-là qu'on voyait là sur les photos à l'instant. Et puis, quelque part aussi, peut-être donc, je pense que Johan Barbero dit toujours que les vrais héros de ce livre, ce sont mes amis russes. C'est ça? Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Oui, alors mais ouais, bah, tiens, bah, c'est une question que j'avais pour Benoît sur son livre justement. Si, puisque alors lui, alors vous avez raison. Bon, moi c'est un récit en effet, et lui il est dans la fiction. Mais alors il y a des moments où quand il fait des portraits, on a quand même la forte impression qu'il les a croisés ces gens-là. Alors ça, c'était une question que j'avais pour Benoît. C'est est-ce qu'il a, comment dire, construit en prenant des bribes comme ça, ou est-ce qu'il a positionné des éléments de réel, sans qu'on le sache évidemment, dans son livre? On dirait une réponse de journaliste, d'arriver à répondre à une question en posant une autre question. Ah Bravo. non, mais je peux répondre, mais j'avais peur d'oublier, mais je vais répondre après. Alors, Mais j'avais peur Johan, d'oublier cette je question. peux y revenir. Enfin, ça fait partie des questions parce que je pense à. J'ai peut-être la réponse pour au moins Levon Andrassian, qui, à mon avis, est inspiré d'un personnage réel, qui a même joué un rôle pour Benoît quand il était. C'est le directeur de l'usine. Et je crois que quand vous étiez dans la ville, c'est lui qui vous a accueilli. Et je crois que c'est quelqu'un que vous appréciez, non Non, mais vous êtes bizarrement très très bien renseigné parce que ça, c'est des choses. Vous étiez caché, enfin pas caché, mais vous étiez dans Bah, dans le quand dans j'allais travailler l'abri là-bas, anti-atomique de l'usine, il me semble. quand, quand j'allais travailler là-bas, et notamment la fois où j'ai passé le plus de temps, c'était pendant une grosse semaine, on était à Troyes. Euh, et effectivement, c'est une ville où il y a pas d'hôtel, on ne va pas emmerder l'habitant. Donc l'un de nous connaissait déjà ce directeur de l'usine, et effectivement, on a pu dormir, passer une semaine dans l'abri anti-atomique de cette usine. Un abri anti-atomique sérieux, hein, soviétique, je sais pas combien, ça doit être 100 mètres sous terre. Euh, donc on a dormi là-bas. Je crois que c'est ce qui explique un peu la naissance du roman, c'est que passer la journée, soit aller au front, soit parler à des gens qui ont tout perdu, mais qui ont des histoires bouleversantes, puis la nuit dormir là-dedans, ça vous pèse un peu sur les nerfs. Et c'est en sortant de la ville que je me suis dit, tiens, je vais rajouter un psychopathe là-dessus, et ça va donner quelque chose de bizarre. Et Levon Andrassian, oui, enfin comment dire, c'est le personnage dont j'ai le plus honte si ce livre était, je l'espère, un jour traduit en russe, parce que j'en fais alors un type qui est, j'espère, en nuance, c'est pas uniquement un sombre salaud, mais il est quand même plutôt du côté des méchants. Or, le vrai directeur de cette usine est effectivement quelqu'un d'assez formidable. C'est pour te répondre, Johan, le personnage qui est sans doute le plus éloigné de la réalité parmi les gens sur lesquels j'ai mis les calques de personnes réelles. Il y a des choses communes, c'est-à-dire qu'il travaille réellement pour cette espèce de très grand oligarque local, voire national au niveau ukrainien, dont j'ai changé le nom, mais enfin, si les gens que ça amuse le reconnaissent. Hein. Donc il a sans doute un passé trouble que je ne connais pas en détail, mais c'est un personnage très lumineux et qui, on a, nous, un regard très français sur ce genre de, pas de personnage parce qu'on ne le connaît pas, mais de fonctionnement. C'est le chef de l'usine et c'est le patron de la ville. C'est totalement paternaliste. Alors nous, ça ne nous est plus familier, mais dans ce genre de contexte, eh ben, ça redevient pas mal parce que dans cette ville où tout part à volo, où il n'y a plus aucune autorité, où il n'y a plus rien, c'est le type qui prend sa bagnole pour aller voir quand une famille s'est pris un obus sur la cuisine, pour aller voir s'il peut donner un billet pour racheter le frigo ou racheter des planches pour le toit. Donc voilà, pardon, je m'égare, mais oui, les personnages sont en grande partie calqués. Je crois même que sa propre femme est morte dans les mêmes circonstances que la femme du héros du roman, non? Michael, il faut que vous m'expliquiez à qui vous avez parlé, parce que ça encore, c'est vraiment une anecdote que j'ai gardée pour assez peu de personnes. Non, de sa femme, non, ça pour le coup, voilà, ça fait, c'est ce que je disais un peu les mix de différentes personnes. Ces conditions, c'est effectivement un directeur de mine d'un autre endroit, cette fois-ci côté séparatiste, que j'ai rencontré, avec qui j'ai gardé le contact, que je revenais voir régulièrement, qui m'a permis de descendre d'ailleurs au fond. Et lui a perdu sa femme dans ces circonstances-là, à savoir les choses bêtes et atroces de la guerre,
il roulait trop proche d'un convoi militaire dans les tout débuts, dans la période où c'est très chaotique, où il y a sans doute des oiseaux qui se retrouvent avec des armes et qui ne savent pas s'en servir. Et les gens qu'il suit avec sa voiture tirent sur sa voiture et sa femme meurt là-dedans. Ce n'est pas le directeur de cette usine qui a cette histoire-là, mais je lui attribue je lui donne une femme à qui il est arrivé cette histoire-là dans le livre. Ouais. Je vais revenir à ces personnages, et on sent qu'il y a un amour profond pour ces personnages, et il y a ce que j'appelle moi des archétypes qu'on va retrouver chez Johan Barbero, notamment les trois sœurs. Et là encore, la référence à Tchekhov, elle est inévitable, puisqu'on a les trois sœurs Olga, Masha et Irina qui vous accueillent dès votre premier séjour en Russie et qui jouent un rôle important tout le long de… Je ne sais pas, peut-être que même vous continuez à être en contact avec ces trois sœurs. Bien sûr. Je crois que le temps passe tellement vite. J'avais des superbes passages, mais vous les retrouverez dans le livre. J'avais des citations pour vous aussi, Benoît, mais je ne vais pas pouvoir les… Sur le Donbass, j'avais des citations qui étaient très belles aussi, mais malheureusement, je vois l'heure qui tourne et je vais être obligé d'avancer un petit peu. Donc, il y a les trois sœurs et puis il y a les oncles. Et là, peut-être on peut s'attarder. Alors, les trois sœurs, les femmes jouent un rôle important, et vous l'avez dit, dans Johan. Et puis les deux oncles en prison. Et là, pareil, encore une fois, Tchekhov est inévitable. Et il joue, encore une fois, un rôle important. On peut peut-être revenir sur ces oncles-là qui sont géniaux, quoi, en fait. Oui, oui. Alors oui, très bien, comme ça on reprend la question et je réponds. Mais oui, c'est très juste. Hein. Moi, j'ai voulu rendre hommage, oui, à certaines personnes que j'ai croisées et puis faire des portraits, en fait. Je passe beaucoup de temps à faire des portraits et j'adore faire ça, en fait, déjà. C'est un vrai plaisir quand j'écris, d'écrire des portraits d'autres que moi. Je fais mon portrait en creux aussi, hein, et beaucoup dans ce livre, je pourrais difficilement faire autrement. Mais je passe aussi beaucoup de temps à faire le portrait de… Alors, il y a les trois sœurs. Donc là, oui, il y a un côté un peu jeu littéraire parce que j'ai repris Masha, Olga, Irina, c'est les prénoms des trois sœurs dans Tchekhov. Évidemment, dans la réalité, elles ne s'appellent pas exactement comme les trois sœurs de Tchekhov. Donc ça, c'est un petit jeu. Oui, ne serait-ce que pour éviter qu'elles soient embêtées par le FSB, d'ailleurs. Oui, alors ça, non, parce que bon, c'est assez facile de les identifier. Mais, et puis, elles ne m'ont pas aidé. Enfin, non, elles ne prennent aucun risque, hein, à être identifiées. Mais voilà, donc c'est un jeu. Donc, elles sont un petit peu cachées sous les trois sœurs de Tchekhov, mais les portraits sont bien réels et j'essaye de faire le portrait le plus juste de chacune d'entre elles. Je voulais les lire, mais je ne pourrais pas, je n'aurais pas le temps. Mais il y a des très très beaux portraits, je vous assure, dans le roman. Oui, parce que c'est des femmes qui m'ont touché, hein, qui m'ont éduqué aussi, c'est ce que je dis hein, quand je découvre la Russie. Oui. Et puis, alors, en prison, alors c'est un monde très différent, cette fois-ci très masculin. Hein, les oncles, oui. Alors, les oncles, c'est dia-dia en russe. On les appelle comme ça dans la cellule, simplement parce qu'ils sont un peu plus âgés. C'est les aînés, en fait. Hein, c'est une manière de désigner des aînés. Ce que je dis aussi, ce que je mentionne comme ça au passage, oui, j'ai sans doute ce tropisme dans une situation, comment dire, sociale, où alors là, c'est très particulière, hein, où je connais peu de monde, je vais facilement vers les aînés. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et là, eh bien, c'est une bonne stratégie parce que avec les accusations qui pèsent sur moi, les jeunes loups, disons, de la cellule pourraient vite me tomber dessus et je ne pourrais pas rivaliser et faire face à cette violence-là. Donc, je me mets un peu sous la protection des oncles, des sages, entre guillemets, puis qui sont ceux qui ont un peu de lettres aussi, qui vont me faire découvrir ce poète, Igor Guberman, que j'ai traduit. Et voilà, donc j'essaye d'en faire le portrait. Alors, il y en a un qui était directeur de la réserve naturelle une réserve naturelle qui est près du Baïkal, là. Un autre qui était maire de la ville d'Angarsk, juste à côté d'Irkoutsk. Et voilà, donc j'essaye de faire les portraits de ces hommes-là avec leur bonté, leurs failles, leurs faiblesses aussi, leur drôlerie, hein, parce que ce que j'essaye de dire aussi, c'est que oui, il y a des moments qui peuvent être drôles aussi, même en prison. Il y a des moments de beauté aussi, même en prison, même dans les pires circonstances, même dans un hôpital psychiatrique où on est dans la misère humaine la plus désespérante. Et pourtant, même là, on peut voir la beauté, je crois, et c'est ce qui fait aussi notre humanité.
Donc là, on avait chez vous 2 archétypes, et puis chez Benoît Vickin, on a les babouchkas. Alors là, C'est les mêmes, c'est le même au féminin. c'est des femmes et c'est des vieilles. Donc les mères et surtout les grands-mères. Donc Oui. on a des personnages de femmes très forts aussi. On a un polar, mais on voit aussi que ces femmes, alors, dans l'intrigue, jouent un rôle évidemment, mais même en dehors de ça, on sent aussi que vous leur donnez une place importante. Est-ce que ça part aussi de votre vécu, de ce que vous avez ressenti quand vous étiez auprès de cette population? Oui, comment dire, bah, dans mon boulot, ce qu'on me demande, c'est d'abord les premières personnes à qui il faut aller parler pour raconter le dur du dur, on va dire, pour raconter la guerre, qui l'a fait, pourquoi, voir, comprendre ce qui se passe sur le terrain. C'est pas les grands-mères qui vous l'expliquent. Les grands-mères, elles ont un avantage, c'est qu'elles ont souvent un grand cœur, qu'elles vous ouvrent la porte en souriant, mais elles sont quand même souvent les premières à rapporter les pires ragots sur lesquels on n'a aucune idée de la véracité. Donc, ce n'est pas les meilleures cibles. On vous demande d'aller parler aux jeunes qui ont des flingues en général. C'est ce que j'ai fait beaucoup, mais en fait, souvent, quand même, tout vous pousse vers. C'est une question d'appétence, hein, comme Johan aussi, je pense, mais moi, tout me poussait vers notamment ces femmes-là, bah, pour ce que j'ai dit, parce que c'est celles qui vous ouvrent la porte. Alors, je ne veux pas les idéaliser, hein, les situations extrêmes, comme peut l'être un conflit, révèle la face la plus sombre comme la plus lumineuse de tous les gens. Donc, certains en sortent pas grandis, alors heureusement, on ne leur jette évidemment pas la pierre, mais et certains en ressortent beaucoup plus lumineux. Et j'ai vu beaucoup de ces gens, de ces personnages lumineux chez ces vieilles femmes. Et en plus, alors il y a aussi quelque chose de tout bête hein, qui tient à la région quand vous dites Les hommes meurent jeunes. les hommes meurent jeunes, ouais. Et non, alors ça c'est vrai. Et moi je pensais à autre chose tout simplement, c'est que les gens âgés ont vécu dans ces régions-là une abondance d'événements, d'histoires avec un grand H ou d'histoires personnelles totalement stupéfiantes. Donc c'est des puits de récits, alors le mot est un peu bizarre, souvent galvaudé, mais c'est une résilience inouïe qu'on voit dans la guerre, mais qu'on a vu avant. Ils ont déjà survécu à toutes les épreuves possibles et imaginables. Ouais. D'ailleurs, je voulais juste peut-être terminer par ça avant de passer aux questions. Malheureusement, j'avais encore plein de choses que je voulais évoquer, mais les hommes, effectivement, les hommes, et quelque part dans votre roman, il y a aussi l'envie de, de rendre hommage à ces hommes-là et à tout ce qu'ils ont traversé, parce qu'ils ont traversé l'histoire avec un grand H. Je pense à la Deuxième Guerre mondiale, puisque le Donbass, c'était le poumon industriel de l'URSS, donc 41 Barbarossa. Qu'est-ce que font les soldats allemands et nazis? Ils font sur le Donbass parce que c'est un lieu essentiel, donc ils subissent de plein fouet l'invasion allemande. C'est un lieu qu'il faut prendre très rapidement. Oui, alors les gens actuels qu'on voit actuellement n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale, mais c'est un secret pour personne. Oui, les événements laissent des traces plus anciennes que même la mémoire de une ou deux ou trois générations. Et on peut même remonter plus en arrière, je pense, sans faire de l'archéologie. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a la période appelons ça entre la colonisation soviétique, la collectivisation et le Holodomor, donc ce génocide par la faim. Moi, j'ai pas tellement d'avis sur le mot génocide qui est très controversé chez les historiens, mais qui est en tout cas une famine très meurtrière et qui fait que là, on parle beaucoup d'histoire russe, de littérature russe, etc. Dès cette époque-là, et même avant, évidemment, c'est une histoire centenaire, on touche à la limite. On est dans une histoire qui a une spécificité ukrainienne et pas seulement russe, qui a une identité à part. Mais oui, pour en revenir à ce que vous dites, bah, vous nous demandiez de faire une bibliothèque idéale. J'y ai mis quelque chose qui n'est pas de l'ordre ni de la littérature ni de l'idéal, mais qui est l'essai Terre de sang de Timothy Snyder, qui est un livre absolument extraordinaire d'un historien américain. Et ben voilà, tout est dans le titre, Terre de sang, ce sont les terres de sang. Terre de sang. Et puis l'autre auteur que visiblement vous avez aussi envie de mettre en avant et qui va nous permettre de parler des hommes qui ont vécu des hommes ukrainiens et du Donbass, c'est la guerre en Afghanistan. Et c'est Svetlana Alexievitch qui, dans Cercueil de zinc, nous raconte ça, ces Russes-là qui reviennent traumatisés. Et puis on a un des personnages de votre roman qui, voilà, il y a tout ça en arrière-plan aussi, votre héros et puis d'autres héros derrière
Donc, il y a l'Afghanistan. Et puis, il y a, toujours avec Alexievitch, les liquidateurs, c'est-à-dire qui on appelle après Tchernobyl pour aller comment dire, consolider ce sont les mineurs, en fait, du Donbass. Donc, on voit qu'ils traversent comme ça l'histoire, les grandes périodes de l'histoire de la Russie, et qu'il y a une espèce de sacrifice permanent, en fait, de ces hommes-là. Ouais, mais moi, ça fait partie des choses que là, je pense, je ne fais qu'effleurer et que j'ai envie de continuer à travailler. Mais c'est la façon dont la violence traverse. Je vous reprenais entre guillemets sur, bah non, ils n'ont pas l'âge d'avoir connu la Seconde Guerre mondiale ou alors très très petit, mais bah, la violence subsiste sur un territoire aussi et se transmet, existe. Quand je m'ébahissais tout à l'heure devant la résilience des gens de cette région, devant les difficultés, la misère, la violence, mais c'est aussi parce qu'ils portent en eux une violence importante qu'elle les atteint peut-être moins que des gens qui viennent de régions plus hospitalières. Tout à fait. Bon, j'avais d'autres questions, mais je vois qu'il est… Voilà. On va passer peut-être aux questions. Alors, moi, j'avais une question pour Benoît Wittkin. Je me demandais si vous auriez pu nous parler de votre rôle de correspondant à Moscou. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est face à de la censure? Est-ce qu'il y a des informations auxquelles il est particulièrement difficile d'avoir accès? Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Est-ce qu'on regrette que Johan Barbero n'ait pas laissé son exemplaire du Maître et Marguerite en prison pour les suivants? Pardon. Alors, je vous dis en 2 mots parce que enfin voilà. Eh ben, de la censure, non, pas pour un sou, parce que je publie dans un média français, dans Le Monde. Ce qu'on publie, nous, correspondants étrangers, est quand même lu et scruté par les Russes, qui parfois nous font savoir quand ils ne sont pas contents. Là, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je vais les laisser tranquilles et me laisser tranquille par la même occasion. Mais oui, on sait qu'on vit sous ce regard-là. Il y a parfois un climat qui est venant ou des autorités ou parfois en reportage dans certaines zones parce qu'on a affaire à une population qui quand même a été chauffée par des années de propagande très nationaliste, très agressive. Donc on est globalement dans un climat hostile. Après, c'est pas non plus une vie dans les tranchées. Hein. Là, par exemple, vous venez de publier un article sur Norilsk. Vous avez eu l'occasion d'aller… Je crois qu'il faut l'accord du FSB, non, pour aller à Norilsk? Oui, c'est une région, c'est ce qu'ils appellent une région frontalière. J'ai jamais été, moi. J'aurais pas de problème à y aller, aucun. C'est D'accord. trop ouvert. Là, vous venez quand même de publier un article qui va pas beaucoup leur plaire. Ah non, je pense pas. Alors, vous avez raison, votre esprit est tourné comme le leur, c'est-à-dire qu'ils sont parfois plus susceptibles que ce qu'on peut imaginer. Mais non, c'est très factuel. J'y raconte que là, il y a depuis une semaine une catastrophe écologique. Bon, bah ça, tout le monde le fait, et même les médias russes. Hein, la télé est absolument abominable et aux ordres. Il y a beaucoup de presse écrite et de presse internet qui font leur boulot très 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 correctement. Donc j'y raconte cette catastrophe écologique et je raconte au contraire qu'il y a plutôt une prise de conscience ces dernières années sur le thème du changement climatique. Voilà, c'est une question un peu peut-être sur votre observation de la société civile. Je trouve que ça s'enchaîne bien avec ce que vous venez de dire sur la presse et peut-être certains médias qui reprennent un peu de liberté par rapport à d'autres époques moins libres, on va dire. Vu qu'on a parlé de Bulgakov, je voulais parodier un peu une question que Voland pose quand il arrive à Moscou, savoir si les Russes en général ont changé intérieurement. Voilà, si la société civile, d'après vous, a évolué, alors peut-être respectivement dans les 2 domaines que vous observez ou que vous connaissez bien, peut-être dans le rapport au pouvoir, au FSB ou plus généralement, et puis par rapport à la guerre en Ukraine, à l'annexion de Crimée, enfin voilà, sur ces thématiques particulières, puisque c'est celles que vous avez vécues, celles sur lesquelles vous travaillez, ou plus généralement, voilà, les moscovites ou les Russes ont-ils intérieurement changé? Tout le monde, on change tous, j'espère. Non, c'est très très difficile de vous répondre parce que déjà, moi en tant que journaliste, alors j'ai une vie russe entre guillemets, donc j'ai accès à des gens qui m'ouvrent leur tête, je pense, mais on ne me dit pas tout. Il y a là-bas un savoir-faire ou une habitude qui est assez ancrée de garder pour soi une partie de ce qu'on pense. Pas forcément par peur, hein, mais c'est un mélange de plein de choses. Donc c'est difficile de le sentir. Et puis il y a une grande capacité des Russes, je dirais,
à s'adapter dans leur coin, dans leur monde, on va dire, c'est-à-dire à fermer la sphère intime, familiale, derrière une barrière, et l'État, on en pense qu'on en pense. Si l'État, entre guillemets, ou ses représentants, ou le voisin a envie d'entendre les choses qu'il faut dire, les choses qui sont dans la norme, on les dit, ça ne coûte pas grand-chose, mais on reste fermé derrière cette bulle. Et ensuite, malgré tout ce qu'on peut sentir, c'est difficile aussi parce que c'est fluctuant. Pour prendre la période très récente, oui, ça se dégrade, pour le dire, si on place certains repères qui nous sont communs à nous, là, parce que l'état d'esprit a été, ce que je vous disais, là, chauffé par le nationalisme, le repli, des valeurs de plus en plus conservatrices, etc. Mais après, voilà, on sait que c'est des mouvements qui vont très vite. Pour prendre un sujet plus large, sur lequel je travaille pas mal, qui est la mémoire de l'époque soviétique, et notamment de ces crimes, du goulag, des répressions. Dans les années 90, par exemple, on a une immense ouverture une libération de la parole, et donc les mentalités suivent, c'est-à-dire que tout le monde comprend que si la parole se libère, c'est parce qu'il y avait quelque chose de mal à raconter. Et ben là-dessus, par exemple, on a un très grand recul. Sous l'impulsion du pouvoir, qui de plus en plus soit tait ces thèmes-là, soit s'efforce de les présenter sous un jour plus favorable, oui, même sur des sujets comme ça, où on avait l'impression d'un mouvement de fond un peu lent, il y a un recul. Donc, pour faire court, je ne vais pas prendre d'exemple inverse, mais on peut avoir des exemples dans les deux sens, de lames de fond qui sont finalement plus réversibles qu'on peut le croire. Donc, tout ça pour dire, ce que je voulais dire, c'est que, y compris cette tonalité très agressive du discours public, moi je crois qu'elle est finalement pas si ancrée chez les Russes actuellement. Mais les dissidents ont un peu une place. Enfin, il y a la place quand même pour une parole publique un peu voilà, différente. Parce qu'il y a quelque temps, ça m'a glacé le sang, on m'a dit les intellectuels ont courbé l'échine. Donc, je trouvais ça très dur à entendre. Ça dépend où Oui, on passe le cours de l'échine. Et vous l'avez bien dit, le discours public. Le discours privé, tout est permis. Et même en partie publique, c'est-à-dire faire un blog sur lequel vous allez dire pique-pendre du pouvoir, ça ne dérange personne. Personne vous cherchera des noix pour ça. Vous pouvez être un intellectuel qui dit des choses très sévères sur Poutine. C'est totalement autorisé, entre guillemets. Vous n'êtes jamais à l'abri de quelque chose d'aléatoire. On va décider qu'on va taper sur la tête de 1 parmi 1000. On ne sait pas pourquoi. Un jour fort, le lendemain moins fort, il y a un signal qui est envoyé. Mais ensuite, oui, la parole publique, elle est moins évidente. Si vous écrivez ce blog très critique sur Poutine, vous ne serez jamais invité à la télé, quand bien même vous êtes l'intellectuel le plus brillant qui soit. Si vous voulez être pas seulement un intellectuel avec une opinion, mais quelqu'un qui rentre dans le débat public, vous avez tout simplement, c'est pas tant qu'il y a de la répression, mais à la base, vous avez surtout peu de moyens de faire entendre cette voix, d'être actif, participer aux élections, par exemple. Non, ça n'est pas possible. Et voilà, et pareil, les gens qui sont actifs politiquement, c'est très aléatoire à quel point on leur tape sur la tête ou pas. Merci. Est-ce que ça veut dire que la tradition des intellectuels en exil s'est perdue? Parce qu'on a vu depuis le 19e siècle comme ça, et alors on a l'effet inverse, Yohann Barbero qui est un... Est-ce que Yohann Barbero se considère comme un Russe en exil? Non, quand même pas. Il ne faut pas exagérer. Mais comment dire? Non, évidemment, parce que je ne peux pas prétendre être russe. Alors moi, j'ai une vie, oui, j'ai eu une vie un peu franco-russe comme ça. J'ai une fille qui est franco-russe, voilà. Donc j'ai des liens très forts avec la Russie, mais je ne peux pas dire que je suis un Russe en exil. C'est sûr que non, bien sûr que non. Moi, j'ai cette double. Je me suis russifié, ça c'est sûr. Quand on passe presque 10 ans en Russie, bah oui, on se transforme, et c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs, me transformer moi, mais je me suis transformé depuis une culture et une identité française, oui, donc je peux pas dire du tout que je suis en exil, ouais. Mais je le vis un petit peu comme ça quand même, c'est-à-dire que c'est une vraie douleur pour moi de me dire que je remettrai probablement jamais les pieds en Russie. C'est ça que je voulais dire. Donc ça, oui, je le vis comme ça, comme quelque chose de douloureux, ouais. Ça c'est certain, ouais. Et Benoît, donc est-ce que à l'heure actuelle, il n'y a plus d'exil des intellectuels ou des opposants hors de Russie? Il y en a quelques-uns qui habitent à l'étranger, mais il n'y a pas de mouvement d'exil massif, non. Il y a tout autant qu'il y avait à l'époque soviétique ce phénomène assez beau d'exil intérieur qui consiste
ça rejoint, pour les gens du commun, on va dire, c'est ce que je vous décrivais sur cette espèce de sphère intime familiale qu'on referme, et transposer chez ces intellectuels-là. Alors, vous employez le mot dissident, c'est quand même pas vraiment adapté aujourd'hui, on peut pas comparer. Ça reviendrait à mettre le régime actuel au même plan que le régime soviétique, et je pense que ça colle pas, mais des intellectuels critiques, on va dire, oui, certains partent dans cette espèce d'exil intérieur. D'accord. Et puis alors, c'est ce que tu disais aussi, Benoît, je ressouligne une petite chose. Dans le système médiatique, il y a la télévision qui est très contrôlée, mais quand on est russophone et qu'on regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet, il y a aussi quand même tous les intellectuels ou politiques même, hein, en exil sur les chaînes YouTube, sur différents sites. Alors, pour citer un nom qu'on connaît un petit peu en France quand même, la chaîne de Navalny, c'est des millions de vues, hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est aussi important. Alors c'est pas les mêmes médias, c'est des questions générationnelles, mais c'est des lieux que nous en France on voit pas, enfin les non russophones en tout cas, qui sont peu représentés, disons, où on en parle peu dans les médias français. Mais c'est tout un pan de la sphère russe qui existe que moi j'observe et où je pense on peut voir, enfin on peut voir si on veut chercher un peu d'espoir, c'est par là, à mon avis. Johan, je sais, parce que vous en avez déjà parlé, vous avez 2 projets de livres, une fiction et une biographie. Je ne sais pas si vous pouvez un petit peu nous en dire plus sur ces 2 projets de livres ou pas. Oui, c'est des projets qui sont en train de naître un peu comme ça, mais je ne suis pas du tout au travail en ce moment, parce qu'on disait ça un petit peu avant le début de la rencontre. Pendant le confinement, je me suis mis à casser les murs chez moi, à tout renverser. Je suis plutôt dans les travaux et dans le plâtre et le ciment là en ce moment. Mais tiens, mais c'est quand même pas, ce n'est pas éloigné en fait de l'écriture. Je suis en train de construire un banya aussi en bas de chez moi, tu vois, Benoît, donc un sauna russe. Mais alors, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai fait ça exactement avant d'écrire mon livre. Je suis arrivé en Bretagne, donc à Douarnenez, où je suis. Je me suis installé dans un appartement et puis pendant 2 ou 3 mois, j'ai fait des travaux, je me suis mis à mettre en place mes bibliothèques, mes trucs. Et puis, une fois que j'ai eu créé mon petit cocon, eh ben, je pouvais écrire. Et c'est un peu ce que je suis en train de faire en ce moment, en fait. Pendant le confinement, là, où j'étais un petit peu agité, comme d'autres, je regardais beaucoup de choses, je me suis mis à casser les murs ici, à tout changer, à construire ce banya, sauna russe, en bas de chez moi, là. Et je me dis que quand j'aurai fini de construire tout ça autour de moi, je pourrais commencer à écrire. Mais je n'écris pas en ce moment. Alors, les 2 projets, oui. La biographie, est-ce que c'est un personnage qu'on a déjà rencontré ou pas, par exemple? Non, mais alors voilà, j'aimerais raconter encore, faire sous le mode du récit encore, mais ce serait un portrait développé. Comme il y a plein de petits portraits dans mon livre, là, eh bien, ce serait une vie. Oui, j'en fais pas mystère, hein, ces petits portraits, je les fais un peu à la manière de Tchekhov, ou d'autres, ou de Flaubert qui écrit une vie, ou de Pierre Michon aussi d'ailleurs, qui écrit une vie minuscule. J'ai ça hein, dans mes modèles littéraires. Le fils ou enfin, et là, j'ai dans l'idée d'écrire une vie, ouais. La vie d'une personne que j'ai rencontrée, que je ne pouvais pas mettre dans ce livre et que j'aurais aimé mettre, mais je ne voulais pas l'escamoter en fait, et il faut lui donner un peu d'ampleur. Donc j'ai ce projet-là, et puis un autre qui consisterait à faire tout autre chose en fait, et à passer du côté de la fiction. Ouais. Voilà, donc j'ai ces 2 choses-là. Dès que j'aurai fini de casser mes murs et de reconstituer d'autres murs, je vais m'y mettre. Alors, juste avant de passer à Benoît, peut-être Laurence, tu peux nous montrer la couverture du livre, parce que quand même, vous serez en librairie dans les mois à venir, parce que vous avez traduit ces fameux quatrains de Guberman, pardon, dans le bon sens. Oui. Qui paraissent. Igor Guberman, voilà, c'est un poète dont je parle un petit peu dans le livre, donc, dont j'ignorais l'existence. Hein. Et puis c'est un des oncles qui me le fait découvrir, et c'est le seul livre qu'on avait dans la cellule pendant longtemps. C'était très difficile pour moi de comprendre ces quatrains au début, mais lui m'expliquait, et puis comme ça, petit à petit, j'ai commencé à en traduire quelques-uns en prison, et puis j'ai fini par traduire tout le journal de prison, donc c'est 300 quatrains, un truc comme ça. J'ai fait ça avec une amie russe d'ailleurs, que vous voyez sur la couverture là, Mila Marininskaya. Et voilà, donc ça va sortir. Alors
Igor Gouberman, en Russie, c'est un poète qui... alors, il a connu la prison dans les années, fin des années 70, début des années 80, et puis il s'est exilé, lui, à Jérusalem, donc en Israël. Et vous l'avez rencontré ou vous avez échangé avec lui, je crois? Alors, je ne l'ai pas rencontré en vrai, mais on a échangé quelques lettres. Ouais. Et donc, il est vivant, mais il est très vieux. Hein, il a 85, 86, je crois, aujourd'hui. Voilà, mais c'est un exemple d'un poète populaire qu'on a pu en France. Lermontov, j'aimerais bien que vous rencontriez une intégrale des poèmes de Lermontov. Ah, Lermontov, oui, ce serait magnifique, une belle traduction de Lermontov. Ouais. Mais je pense pas que je m'y mettrais, c'est un travail. Demander à André Markovitch de nous traduire tout Lermontov. Voilà, c'est ça, faut demander à Markovitch de s'en occuper. Mais alors par contre, dans les choses qui sortent là en septembre pour les amateurs de littérature russe, justement... Mais il y a le Bulgakov. Voilà, donc Markovitch a traduit Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Aux éditions Incultes. Voilà, c'est ça. Et voilà, j'en parlais avec lui il y a quelques jours. Là. Je vais faire mon malin. Là. Il m'a envoyé le manuscrit non corrigé. Là. Donc, je suis en train de lire en ce moment ça. Alors, à préciser qu'il n'est pas seul, il est avec Françoise Morvan. Et c'est important. Oui, avec Françoise Morvan. Je suis en train de lire ça et je peux déjà vous dire que ce que j'ai lu un peu, ça va être une très belle traduction. Ça va tout changer en fait. Ouais, donc, je crois que voilà, il va falloir lire cette nouvelle traduction en septembre. Voilà. Et donc, Benoît, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez la pratique de l'écriture au quotidien par les articles, mais est-ce qu'il y a l'envie de repartir du côté du roman, du polar, de la littérature blanche ou autre? Oui. J'ai même commencé. Et ça m'a énormément plu, en fait, de faire ce travail-là. Et je veux aussi aller, comme Johan, plus vers la fiction. Ce premier livre-là, ce premier roman était évidemment une fiction, mais avec énormément l'envie de raconter la réalité, en fait, un peu de continuer à faire mon boulot. Et je me suis rendu compte que je prenais plus de plaisir quand je faisais moins mon boulot, finalement, quand je me laissais aller. Et alors, malgré tout, comme on ne se refait pas, je vais quand même rester en Ukraine et je voudrais raconter le monde d'en haut, celui des oligarques, des oligarques et des politiques ukrainiens, avec une personnage qui sera un espèce de calque de Yulia Tymoshenko le soir où elle arrive au pouvoir et où les ennuis commencent. Bon. Et c'est dans les tuyaux ou c'est encore une idée? Ouais, c'est dans les tuyaux, ouais. D'accord, super. Parce que là encore, je veux raconter des choses réelles. C'est pas juste des gens marrants qui font des grandes fêtes au caviar et au champagne. Je veux raconter les coulisses. Ce que c'est que la vraie méchante corruption, beaucoup plus que chez nous, et ce que ça veut dire pour les vrais gens. Et ça veut dire des pays condamnés à stagner. Donc je veux raconter ça par un biais pas que romantique. D'accord. Et ça sera encore un polar ou sortir non, vous savez pas encore. J'ai jamais vraiment compris ce que c'était qu'un polar. Pour être honnête, je fais pas du tout. C'est vraiment quoi. Vous expliquiez que vous aviez choisi le polar parce qu'il y avait un cadre, peut-être, qui, pour un premier roman, vous... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le polar, il y a sans doute des codes. Là, il y aura quelques cadavres sur le bord de la route, mais c'est pas, on va pas. J'étais un peu scolaire dans mon premier roman parce que c'était un polar, un flic désabusé, un meurtre d'enfant. J'ai repris le b.a.-ba de ces codes du polar.